Bien, bonjour à ceux qui ne sont pas en cours, entre autres, et puis aux autres aussi, parce que je pense qu'un certain nombre d'élèves qui ont suivi le cours cette semaine voudront aussi suivre cet enregistrement que je n'avais pas prévu, et finalement, en réfléchissant avec les élèves ce matin de première G4, je me suis aperçu que nous avions peu d'heures de cours qui nous restaient, que pour l'heure, nous sommes censés quand même aborder les quatre œuvres euh, du programme et qu'il nous reste en gros 9 semaines à 10 semaines de cours par groupe, ce qui est fort peu et ce qui fait que je suis obligé de tenir compte de ce peu de semaines pour avancer et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je pense que je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule pour Adrien comme pour les autres. C'est-à-dire que j'ai commencé avec une lecture, alors une entrée, une introduction complétée sur Adrien, que j'ai déjà commencé la semaine précédente, et l'introduction que je vais faire là, et la première partie du cours consiste en un parcours dans l'œuvre du début jusqu'à la fin, donc de façon entre guillemets linéaire, mais parcours dans lequel je commente un certain nombre d'éléments, soit thématiques, soit rhétoriques, soit du point de vue de la construction de l'œuvre, soit du point de vue énonciatif, et des points de vue génériques aussi. Et donc tout ceci, je le fais au fur et à mesure de l'œuvre, ne serait-ce que parce qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont des problèmes pour lire ces œuvres qui sont complexes, soyons très clairs. Et ça me permet à la fois de raviver vos souvenirs de lecture, de vous engager à relire l'œuvre elle-même, à la lumière de ce que je vais dire. Évidemment, un certain nombre de choses vont s'éclairer et des portes vont s'ouvrir pour aller un peu plus loin dans l'analyse des œuvres et de cette œuvre-là en particulier, et donc pour nourrir les dissertations futures. Et donc c'est la raison pour laquelle je fais ce parcours du début jusqu'à la fin, qui a l'air long, mais en fait qui permet d'aborder absolument tout ce qu'on peut aborder, qui est essentiel pour répondre à la dissertation sur cette œuvre. Alors, pour ce qui concerne cet enregistrement, je vais m'intéresser à la fin de ce qui serait mon introduction, qui est en fait une espèce de première partie, hein, d'une certaine manière. J'avais abordé dans un premier temps la question du biographique. J'avais abordé notamment la question d'un point de vue purement générique, qu'est-ce qu'on appelle le biographique et comment est-ce qu'on caractérise toutes les œuvres qui se trouvent dans ce grand champ littéraire. Dans le champ biographique, il y a plusieurs possibilités, parmi lesquelles l'autobiographie, les mémoires, qui nous intéressent ici particulièrement. Et ces possibilités se distinguent par des définitions littéraires qui sont faites après coup, mais qui permettent de distinguer de manière assez précise finalement l'autobiographie et les mémoires, autour de la question 1 de la participation à l'histoire en tant que grand homme pour les mémoires, et 2, la naissance de la personnalité d'un individu qui souvent n'est pas appelé à suivre de hautes fonctions et à participer à l'histoire, ni par sa naissance, ni par quoi que ce soit, et donc finalement est souvent devenu malgré tout quelqu'un d'important, puisque les autobiographies touchent particulièrement des auteurs, des littérateurs, comme on dit. Donc cette définition, je l'ai précisée, et ensuite j'ai insisté, troisième point, sur le fait que cette définition, qui était une définition littéraire, posait un certain nombre de problèmes, notamment d'un point de vue historique, puisque jusqu'au début du XXe siècle, c'est le mot mémoire au pluriel, non masculin pluriel, qui est utilisé plutôt que autobiographie, qui est d'utilisation assez récente et assez rare encore au début du XXe siècle, un petit peu plus dans le domaine anglophone que dans le domaine français, où on trouve des termes intitulés autobiography, alors que le mot autobiographie est peu utilisé encore en France au XIXe siècle, pour ne pas dire pas du tout. Il apparaît en 1822 malgré tout, mais donc il se développe, et j'ai là aussi
utiliser des éléments d'histoire littéraire, notamment à partir du texte des deux œuvres, Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, qui date de 58, et les mémoires d'André Gide, enfin ce qu'il appelait ses mémoires, Si le grain ne meurt, donc deux ouvrages parmi lesquels je vais choisir deux textes en parcours associés. On en parlera plus tard. Donc ça c'était le bilan de ce que j'avais fait avant les vacances, au mois de décembre, concernant Mémoire d'Adrien, puisque effectivement le titre faisant apparaître le mot mémoire, il est bien évidemment important et même essentiel de tenir compte de ces problèmes génériques et énonciatifs. Maintenant, un deuxième point important, c'est la question du documentaire historique, puisque Adrien, nous le savons, c'est la deuxième partie du titre, est un empereur romain, que Marguerite Yourcenar elle-même dit avoir voulu, c'est l'un des deux sujets que j'ai proposé en dissertation, écrire la vie d'un grand homme, et dont elle admirait particulièrement le parcours, et évidemment, cette dimension documentaire, ou en tout cas historique, de l'ouvrage, qui malgré tout est une fiction, on verra les éléments quand j'aborderai la question des deux sujets de dissertation, cette question donc du documentaire historique nous intéresse tout particulièrement, et il va de soi que, et c'est le cas pour moi aussi, qui ne suis pas un historien de formation, et qui d'ailleurs avait des lacunes avant la lecture de cet ouvrage, et même après du reste, sur l'Empire romain, il nous faut donc connaître malgré tout, le plus possible, ou du moins dans des détails importants, les institutions romaines, et c'est la raison pour laquelle j'ai scanné, dans les limites de ce que la loi me permet de faire, l'ouvrage de monsieur et madame Polya sur les institutions grecques et romaines, et particulièrement ici sur les institutions de la République, puis de l'Empire. Et alors, ce document, que je ne vais évidemment pas résumer ici, puisque je vous en ai proposé un scan et que vous devez le lire, ce document vous permet de relire l'ouvrage donc à l'éclairage de ce savoir et d'en comprendre un certain nombre d'éléments qui ne sont pas explicités par Marguerite Yourcenar. En effet, dans la mesure où elle fait écrire effectivement un empereur romain qui devient le scripteur de ses propres, je rappelle l'utilisation de ce terme, scripteur à la place d'auteur, lorsque c'est un auteur fictif installé dans la fiction. Ce scripteur, donc, elle installe dans sa fiction, écrivant ses mémoires en commençant en écrivant une lettre à Marc Aurèle, qui deviendra un de ses successeurs, alors que Marc Aurèle n'a que 17 ans. Cette installation dans l'écriture est importante sur l'influence qu'elle a par rapport à l'explicitation, ou non, plutôt la non-explicitation de certaines institutions romaines, parce que Adrien ne sent pas l'obligation, bien évidemment, de faire un cours d'histoire romaine ou d'institutions romaines, de droit romain par exemple, à Marc Aurèle qui en connaît les rouages. En revanche, le lecteur du XXe siècle, lui, ne connaît pas forcément, notamment celui du XXIe siècle, les institutions romaines, et il lui faut tout de même avoir un certain nombre d'indications pour que ce savoir lui permette donc de comprendre un certain nombre de finesses, voire parfois de choses importantes, mais qui lui échapperaient parce qu'il n'avait pas ce savoir au départ. Je donne quelques exemples. D'abord, la notion de cursus honorum, qui est dégagée et fortement développée par les Polya dans leur ouvrage. Ce cursus honorum, autrement dit le trajet des honneurs, le cours, cursus, C-U-R-S-U-S, et honorum, H-O-N-O-R-U-M, donc des honneurs. C'est le trajet que doit suivre un individu qui sort d'une caste particulière, qui va devenir finalement la caste aristocratique dans les monarchies et les empires européens. Cet individu donc doit suivre un cursus particulier qui est suivi d'ailleurs par Adrien, qui en parle au fur et à mesure, mais on n'a pas forcément la notion de ce cursus honorum à l'esprit, et si on ne l'a pas, on ne comprend pas bien que ceci impose une façon de vivre son trajet politique et individuel. Et dans une dissertation, lorsque dans la dissertation, une des parties peut, par exemple celle sur les mémoires d'Adrien sont-ils uniquement un roman historique,
lorsqu'une partie peut se défendre autour de la dimension historique de l'œuvre, il faut dégager ici le cursus honorum tel qu'il est suivi par Adrien. Notamment, on en voit la réalisation dans la deuxième partie, Varius multiplex multiformis et dans Tellus stabilita. Pour ce qui est donc de ce cursus honorum, il impose un certain nombre de positions honorifiques qui sont autant d'étapes dans ce parcours, et Adrien, de toute évidence, a suivi parfaitement ce parcours. Il insiste beaucoup, notamment, et c'est ce sur quoi on pourrait s'arrêter pour donner un exemple précis, sur le rôle qu'il a joué autour de Trajan lorsqu'il écrivait ses discours, et sur ce rôle précisément qui va le préparer à devenir empereur. C'est le fameux passage que je commenterai lorsque j'arriverai dans ce passage-là, dans lequel il se met devant un miroir pour jouer le rôle de l'empereur futur, alors même qu'il est en train d'écrire les discours de Trajan. Et donc il essaie les discours de Trajan tout en prenant la position de l'empereur et en se préparant à ce qu'il va devenir par la suite. Il y a d'ailleurs ici un écho avec un texte de Sartre dans L'être et le néant, au début de L'être et le néant, sur le fait que nous jouons des rôles sociaux et sur cette dimension théâtrale de notre existence. On voit bien ici le motif du Theatrum Mundi. Donc je reviendrai sur ce passage. Deuxième élément de savoir important concernant le parcours d'Adrien et qui nous échapperait si nous n'avions pas ces connaissances, c'est l'importance de la formation militaire et des campagnes militaires d'Adrien, qui donc devient général et officier dans l'armée puis général, et qui donc tribun de l'armée, comme on disait donc chez les Romains dans ce cursus honorum, et qui insiste aussi sur le fait qu'il apprécie ces campagnes militaires. Tout bon romain de cette caste, soit chevaleresque, de ces castes privilégiées, tout comme d'ailleurs tout bon aristocrate jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, a la conscience de participer à une caste qui fait la guerre et qui assure l'expansion de l'Empire, en l'occurrence ici pour l'Empire romain. Et c'est cette formation militaire dont on voit tout à fait la réalisation et la louange par Adrien lui-même, y compris vieillissant, même s'il prend quelques distances, dans la deuxième partie, Varius multiplex multiformis, même s'il va y avoir un élément de rupture avec Domitien et Trajan, et la naissance d'un autre point que j'aborde ensuite, donc, qui est celle de la Pax Romana, puisque alors même, et c'est ce qui fait qu'il dit que son portrait est difficile à faire, alors même qu'il apprécie les campagnes militaires, qu'il apprécie la vie militaire, y compris un petit peu simple et spartiate, comme on dit, eh bien Adrien insiste aussi sur le fait qu'il se déprend de plus en plus des directives envoyées par Trajan, par exemple, que cette politique de conquête agressive ne lui convient pas, et qu'il rêve à ce moment-là, donc, alors même qu'il n'est pas encore à la fin de ce cursus et qu'il n'est surtout pas encore empereur, qu'il rêve donc d'une politique de conquête entre guillemets pacifique, c'est-à-dire par la culture en gros, d'où l'importance de la langue grecque et de sa formation intellectuelle, qui va être un des éléments qu'il va défendre par la suite. Donc le troisième point, c'est la naissance de la Pax Romana. On peut en effet insister sur le fait que l'ouvrage, notamment du début jusqu'au chapitre Saeculum Aureum, constitue une ascension vers un idéal politique qui serait la Pax Romana, donc cette expression latine qui désigne la paix romaine, autrement dit une période de stabilité très longue, au cours de laquelle, parce qu'elle domine une grande partie du monde qu'elle connaît et qu'elle s'était répandue considérablement et qu'elle s'est très bien organisée administrativement, Rome acquiert une stabilité qui lui donne l'occasion de faire des réformes, de se stabiliser, y compris politiquement, et qui va lui donner la possibilité,
que Marguerite Yourcenar fait dire d'ailleurs à Adrien, de devenir un exemple pour le futur, qu'il va devenir en effet, puisque nous avons gardé ce modèle romain pour nos propres institutions, en dehors du fait qu'évidemment il y a quelques évolutions, ça va de soi. Donc on peut aussi voir ce début de l'œuvre, cette construction initiale ascensionnelle, euphorique entre guillemets, par rapport à l'opposition dysphorique à partir de la mort de Antinous, comme une ascension vers la Pax Romana et vers sa réalisation dans l'Empire. Enfin, il y a un élément important, quatrième point, dans l'œuvre, et qui caractérise d'ailleurs, entre autres, la partie dysphorique du roman, à partir donc du Saeculum Aureum, et notamment de la mort d'Antinous, jusqu'à la fin, c'est la tendance à l'autoritarisme, dont il est fortement question dans cette deuxième partie, qui est cette partie sombre aussi, qui est le tableau sombre dans le portrait d'Adrien, alors que ce portrait était plutôt, malgré tout, élogieux dans la première partie. Cette partie sombre, on doit aussi, en dehors du fait qu'on doit la comprendre individuellement, et dans le cadre de la scène judiciaire de l'autobiographie, j'en parlerai par la suite, cette tendance à l'autoritarisme, il faut aussi la comprendre dans l'histoire de Rome, parce qu'il y a ici une perspective historique qui, si elle vous échappe, rendra ces évocations de ces colères, particulièrement, complètement inefficaces du point de vue historique et politique. J'en veux pour preuve d'ailleurs l'une des deux explications de texte que j'ai choisies, dans laquelle Adrien raconte, ce qui est une anecdote réelle, à avoir crevé l'œil d'un de ses secrétaires avec un stylet dans un geste de colère. Cette scène, cette anecdote, et d'autres d'ailleurs décisions politiques qu'il a prises, et qu'il a en effet prises, parce qu'on en a la preuve historique, notamment de tuer ses opposants politiques, de faire tuer ses opposants politiques par des gens à qui il avait délégué cette possibilité. Cette tendance à l'autoritarisme parle aussi beaucoup de l'histoire romaine. Il y a des éléments de ce point de vue-là dans les documents sur les institutions romaines de monsieur et madame Pollia. En effet, les Romains ont horreur de la monarchie, de la concentration extrême des pouvoirs. Leur parti monarchique, au tout début de leur histoire, c'était très mal passé. Parti monarchique, c'est pas très bien dit, mais pas à dire dans une explication, en tout cas dans une dissertation. Mais la première partie monarchique de leur histoire, donc, s'est fort mal passé, et la République romaine qui a suivi jusqu'à César, jusqu'à l'assassinat de César et la prise de pouvoir par Octave devenant Auguste, qui viendra donc la République, est la réaction précisément à cette concentration néfaste des pouvoirs dans une seule personne. Et la partie impériale de l'histoire de Rome, elle, en revanche, à partir du début du 1er siècle après Jésus-Christ, est à la fois marquée par la concentration du pouvoir dans une seule personne et par l'existence de contre-pouvoirs, et donc une espèce de va-et-vient entre l'autoritarisme et les contre-pouvoirs. Et il y a derrière la personne d'Adrien, qui était une personne forte, une personnalité particulièrement forte, et derrière ses remarques concernant son autoritarisme ou concernant ses colères, et concernant ses affects en général d'individus, quelque chose qui parle aussi beaucoup de cette vision particulière qu'avaient les Romains du pouvoir, et cette vision qui devient de plus en plus problématique à Rome. Vision d'ailleurs qui a été beaucoup discutée, beaucoup utilisée dans les discours, dans les traités politiques au Moyen-Âge, et par la suite au XVIIe siècle dans la tragédie française et dans la tragédie élisabéthaine, bref. Là je vous renvoie à un certain nombre de tragédies, notamment Cinade Corneille, CI2NA, et Richard III de Shakespeare, pour donner deux titres que vous pourriez sinon aller lire, du moins sur lesquels vous pourriez aller vous renseigner pour avoir des éléments supplémentaires. Donc on voit qu'à l'aune de ce document concernant les institutions romaines, un certain nombre d'éclairages se font sur ce qui justifie l'écriture par Adrien d'un certain nombre d'éléments, ce qui justifie aussi la succession des événements et des postes
qui l'occupe dans sa trajectoire, ce qui informe, ce qui met en forme sa trajectoire au fur et à mesure, qui n'est pas liée au hasard, et même d'ailleurs, y compris au moment de sa naissance, le fait qu'il parle de la famille dont il vient et de l'importance de cette famille, même si il en pondère un tout petit peu l'importance au début de la deuxième partie, mais on voit bien donc que ce trajet est tracé entre guillemets en partie d'avance, même s'il y a aussi quelque chose d'individuel. On sait aussi que malgré ce tracé préconçu lié au cursus honorum, première sous-partie, il y aurait aussi des éléments qui seraient liés en revanche à des décisions individuelles de cette personnalité forte qu'est Adrien, influencé par ses lectures grecques et par son stage entre guillemets d'ailleurs par son séjour important en Grèce, et par aussi cette individualité forte qui va voyager. Il insiste beaucoup sur l'importance du voyage et de la rencontre avec l'autre. J'en ferai une leçon particulière dans son ouvrage pour donc ces décisions individuelles qui vont, elles, imprimer une particularité individuelle sur l'histoire de Rome et dans son trajet. Donc on a ici des éléments qui à la fois nous éclairent sur un parcours préconçu et en même temps sur la véritable originalité du personnage qui prend ses décisions, notamment concernant la Pax Romana et la naissance de la diplomatie, ainsi d'ailleurs que la naissance du projet européen, même si il ne s'agit qu'une idée qu'il ne va pas vraiment utiliser, mais après tout, Marguerite Yourcenar ne fait que l'inverse de ce qui a été le cas, à savoir le fait que la construction européenne, chez les Européens qui l'ont pensée dès les années 30, était elle-même une émanation, un avatar de la conception romaine de la diffusion d'une forme de civilisation, précisément, d'origine romaine. Ce qui d'ailleurs est entre guillemets un argument d'un certain nombre d'Européens encore, ou d'européistes ou d'Européens encore aujourd'hui. Donc relisez cet ouvrage, ces 17 pages importantes concernant les institutions romaines. Il ne s'agit pas de les connaître par cœur, bien sûr, mais d'aller retrouver ce qui en revanche vous sert tout particulièrement de manière à être capable d'en commenter l'origine historique, l'origine documentaire derrière la fiction. Donc voilà pour la deuxième partie de l'introduction. Il s'agit donc ici de comprendre cette binarité, cette bipolarité de l'œuvre entre le biographique et le document historique, le tout rendu cohérent dans le cadre d'une écriture fictive du roman historique, écriture fictive donc, et dont l'ambiguïté, ou plutôt dont la richesse est manifeste, puisque Marguerite Yourcenar fait écrire fictivement un être qui n'a jamais écrit ses mémoires, mais qui malgré tout semble tellement vrai parce qu'elle s'est appuyée sur des documents d'époque et qu'elle les connaissait par cœur, qu'elle les avait déjà ingurgités, digérés, comme dirait Montaigne. Et c'est cette incroyable audace, d'une certaine manière, de la part de cette jeune femme, et ensuite de cette femme plus mature, que de s'être mis à la place d'un empereur romain et de l'avoir fait écrire dans une langue et dans un style, le fameux style togé dont elle parle, T-O-G-E, comme la toge de l'empereur, un style qui ressemble à s'y méprendre à ce qu'aurait peut-être pu écrire en effet Adrien, en dehors du fait qu'il aurait écrit en latin bien sûr, ou en grec, mais un style qui correspond par transfert à ce qu'on aurait pu voir à la fois de souplesse de la pensée et de caractère officiel du ton, d'éviter ce style trop familier des lettres, par exemple, à un familier. Ici, donc, on a un ouvrage dont l'écriture fictive est tout de même très, très infusée de documents historiques, et c'est cette
association, cette symbiose entre le biographique et l'historique dans le fictif qui fait la grande particularité, hein, comme le dit elle-même Marguerite Yourcenar, de son ouvrage. Voilà pour le cours d'introduction. Donc je termine ce document premier sur Mémoire d'Adrien, sur les institutions romaines et la lecture de l'œuvre, et j'entre pour la vidéo suivante, j'espère avoir été clair, dans l'analyse de l'œuvre elle-même. Je vais donc faire une deuxième vidéo, cette fois-ci sur la première partie, Animula Vagula Blandula, et sur un certain nombre de conseils.